Notre troisième rencontre de notre série de webinaires LearnUp qui s'est déroulée sur 4 semaines, tous les mercredis à midi. Les LearnUp est un programme de formation en ligne créé pour aider les entrepreneurs noirs à approfondir leurs capacités vers la transformation numérique de leur entreprise. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler quelques consignes pour assurer le bon déroulement de notre atelier. Mettre votre micro sur sourdine durant la formation et si vous ne prenez pas parole durant la période de questions. Utilisez la fonction chat pour poser vos questions tout au long de la formation. Gardez vos caméras ouvertes dans la mesure du possible. Et pour finir, notez que la session de ce midi est enregistrée. On vous envoie le tout un peu plus tard aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec notre organisation, Origine est une organisation à but non lucratif dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition et de distribution de richesses, a.k.a. Generational Wealth. On veut aussi encourager les gens de nos communautés à investir dans leur santé économique en achetant et en consommant chez des entrepreneurs afrodescendants, donc Black-owned, grâce au mouvement #BuyBlack. Pour y arriver, on a mis en place l'écosystème UP, qui est une gamme d'initiatives, en fait, comme des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles et, comme aujourd'hui, des webinaires éducatifs. Comme je le mentionnais plus tôt, le programme LearnUp est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif est de fournir une formation spécialisée offerte par des experts, de nos communautés pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, du marketing social et de la publicité numérique à l'intérieur et à l'extérieur de notre écosystème. Sans plus tarder, je vous présente l'experte pour aujourd'hui, Rama Sow, scientifique de données chez l'agence de Study et l'agence Cossette. Rama? Oui, bonjour, c'est mon tour maintenant? Oui, c'est ton tour. OK, super. Fait que je vais présenter mon écran. Enchanté tout le monde. OK. Je me dirais si on peut voir mon écran. Oui, on le voit bien. OK, super. Fait que enchanté tout le monde. Donc, mon nom, c'est Rama. Comme j'en ai dit, et je suis scientifique des données chez The Study, qui est ma propre agence, mais je suis aussi scientifique des données chez Cossette, qui est une agence en advertising qui est basée à travers le Canada. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de comprendre un peu plus sur le Web3. Fait que je ne suis pas une experte en Web3. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui peut se clamer experte ou expert du Web3, juste à cause que c'est un monde qui se développe très rapidement. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous initier un peu aux bases, puis s'assurer que vous comprenez un peu dans quoi vous vous embarquez, puis comment est-ce que vous pouvez vous embarquer là-dedans aussi en tant qu'entreprise ou en tant que particulier. Donc, on va regarder 4 différentes étapes aujourd'hui. Oh, OK. On va regarder 4 différentes étapes. Donc, on va avoir le passé, le présent et le futur. Après, on va rentrer dans le metaverse. On va regarder quelques principes du Web3 et finalement des cas d'application concrets. Donc, après chaque section, il y aura une période de questions. Fait que je vais vous demander est-ce que vous avez des questions juste pour être sûr que vous me suivez parce que c'est comme un peu un nouveau monde. Fait que je veux juste être sûr que tout le monde comprenne à travers toute la présentation. Fait qu'il y aura des moments pour ça. Donc, allons-y. Fait qu'on va commencer avec le passé, le présent et le futur. Donc, notre Internet, le passé. Donc, notre Internet a été amélioré 3 fois depuis sa création. Donc, il y a eu le Web 1, le Web 2 et le Web 3. Et ce qui définit en gros ces périodes-là, c'est vraiment l'utilisation et l'influence que ces différentes périodes de l'Internet ont eues sur notre société. Fait qu'on va regarder les 3, puis on va essayer de comprendre c'est quoi les différences entre celles-ci.
Donc, le premier web, qui est le web 1, c'était le passé. Donc, c'est quand on est passé de médias imprimés, donc le journal, des livres, à un média numérique. Donc, il n'y avait aucune interaction de l'utilisateur. C'était vraiment des pages web où est-ce que les gens diffusaient leur information, puis il n'y avait aucune possibilité d'interaction. On ne pouvait pas commenter, on ne pouvait pas ajouter de emojis, on ne pouvait pas mettre des réactions. Et il y avait un peu moins de censure parce que traditionnellement, quand c'était des médias imprimés, bien, ça devait passer par un éditeur de journal, ça devait passer par plusieurs échelons. Puis le web permettait à certaines personnes de juste publier leurs messages en ligne sans censure, mais ça décrédibilisait quand même. Aussi, ben, naturellement, il fallait avoir un ordinateur pour pouvoir mettre le message en ligne, puis il fallait avoir aussi un ordinateur pour lire le message. Donc, c'était du contenu qui était accessible à des gens qui sont plus fortunés. Puis c'est sûr qu'on ne contrôlait pas ce space-là, cet espace-là. Donc, suite au Web 1, on est passé au Web 2 qui est actuellement où est-ce qu'on est. Fait que c'est un web où est-ce que l'utilisateur est à la fois consommateur du contenu, mais aussi créateur de contenu. Donc, il y a eu le dot-com bubble dans les années 95 à 2000, où est-ce qu'on a commencé à avoir plusieurs sites qui avaient le .com. Donc, il y a eu une accélération des compétences dans la technologie qui a permis à différentes personnes de n'importe quel milieu puis de n'importe quel path de se retrouver en ligne puis de publier ou de créer des applications qui étaient interactives. Donc, le premier exemple de ça, ce serait les moteurs de recherche. Donc, on peut voir ici Google, Yahoo, il y avait AOL, il y avait MSN, qui ont été un peu le premier signal un peu qu'on rentrait dans le Web 2. Donc, les gens pouvaient rentrer sur ces moteurs de recherche-là, chercher quelque chose et cliquer dessus, comme on fait avec Google, à la place de directement avoir besoin d'aller sur une page web spécifique. Et de là, on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, qui est les réseaux sociaux, les blogs, les forums, donc différentes applications interactives où est-ce que nous créons notre propre contenu et les gens peuvent interagir avec, et ça, peu importe où est-ce qu'on est, d'où on vient. Et aussi, on a eu l'accélération de la technologie, ce qui a fait en sorte qu'on avait plusieurs formats pour diffuser notre contenu. Donc maintenant, on n'a pas juste l'ordinateur qui doit être comme dans ton sous-sol, puis qui reste là-bas. Maintenant, on a des iPads, on a des iPhones, on a des téléphones cellulaires, etc. Donc, c'est accessible partout. Par contre, le problème avec ça, c'est que, puis là, je vous lis la quote en anglais, puis je vais vous la traduire. Donc, creators are building their businesses on rented land when they are building on Web2 platforms, right? Donc, ce qui arrive, c'est que on crée tout ce contenu, mais on n'est pas nécessairement rémunéré. Un bon exemple que j'aime donner, c'est que j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont sur Twitter et qui sont super drôles. Ils créent du contenu, ils font des memes, exemple, par rapport à Occupation Double. Puis, il y a beaucoup de retweets, puis, tu sais, ils passent un message par rapport à Occupation Double, tu sais, il y a de l'attraction, mais ils ne sont pas rémunérés par Twitter, ils ne sont pas rémunérés par Occupation Double. Fait qu'est-ce qui arrive avec tout ce contenu-là qu'on crée, qui crée de l'engagement, mais qui reste possédé par des institutions qui sont plus grosses que nous. Fait que, un peu, c'est ça. Le problème, c'est que personne ne gagne réellement d'argent avec ce qu'ils créent. Puis même les personnes qui gagnent de l'argent, par exemple des influenceurs ou des créateurs de contenu, ben, c'est toujours par l'intermédiaire d'une plateforme. Donc, ça va être, ben, je vais être rémunéré pour du contenu que je vais mettre sur Instagram. C'est Instagram qui possède ce contenu-là. Ou je vais être rémunéré pour une vidéo que je vais mettre sur YouTube. C'est YouTube qui décide comment la personne est payée. Fait qu'on n'a pas vraiment de ownership par rapport à ces contenus-là qu'on crée. Donc, ce qui nous amène au futur, qui est le Web3. Fait que la distinction principale entre le Web2 et le Web3, c'est vraiment que dans cette phase de l'Internet, ben, les utilisateurs sont initiés à la propriété. Donc, c'est plus 4, 5, 6 compagnies à Silicon Valley qui possèdent l'entièreté des revenus qui sont générés sur l'Internet. C'est vraiment des utilisateurs à eux propres qui vont mettre leur contenu puis qui vont pouvoir être rémunérés par rapport à ce qu'ils mettent en ligne. Donc, on a un contrôle total de nos données, mais aussi de nos actifs numériques. Donc, en gros, en ce moment, ce qui arrive, c'est que le Web3 ou les gens qui travaillent dans le Web3 sont en train de reconstruire plusieurs des services qui existaient dans le Web2 pour qu'ils profitent aux utilisateurs plutôt qu'aux entreprises.
Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le Web3, c'est qu'on peut avoir une même identité qui va se partager à travers différentes applications dans le Web3, ce qui n'est pas possible en ce moment dans le Web2. Donc, pour le rendre plus concret, en ce moment, vous avez probablement un compte Instagram, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Reddit, toutes des identités différentes, right? Fait que ça peut être avec un email différent, ça peut être avec des usernames qui sont différents. Tandis que sur le Web3, on vous permet d'avoir une identité qui fonctionne sur toutes les plateformes. Puis cette identité-là, c'est votre wallet. On va rentrer là-dedans plus tard. Mais en gros, ça permet aux gens d'avoir une identité à travers tout l'Internet au lieu de devoir créer des identités pour chacune des plateformes. Donc ici, j'aime beaucoup ce graphique parce que ça nous permet de voir un peu l'évolution entre les différents web. Donc, dans le Web 1, comme je vous disais, on a principalement des moteurs de recherche. Donc, c'est un peu le read-only. Ensuite, dans le Web 2, on a des réseaux sociaux, on a des applications comme Airbnb, on a YouTube, où est-ce que les gens peuvent participer, mais c'est quand même centralisé. Fait qu'on a quand même des milliardaires qui vivent puis qui possèdent toutes ces grosses applications-là. Puis finalement, dans le Web 3, on n'a aucun intermédiaire et tout est décentralisé. Fait que, je vais prendre des questions maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport aux 3 différents types de web? Je vais aller voir le chat aussi. Ça a l'air clair. Super. Fait que maintenant, rentrons dans le Metaverse. Donc, je sais que vous avez probablement entendu parler du Metaverse beaucoup dans les dernières années. C'est un gros, gros buzzword. Fait qu'on va essayer de le déconstruire du mieux qu'on peut, tout en sachant que c'est un monde qui est encore en construction. Donc, on va commencer par explorer les différentes réalités. Donc, moi, comment je définis le Metaverse? C'est comme un réseau de mondes qui sont virtuels, 3D et qui sont axés sur l'interaction sociale. Donc, pourquoi l'interaction sociale? Parce que je pense que le but initial du Metaverse, c'est vraiment de créer ce lien entre différents utilisateurs qui vivent à différents endroits et de faire le tout dans un milieu qui est virtuel. Donc, il y a beaucoup de fois, quand on parle du Metaverse, c'est un peu les gens essaient un peu de le rendre méchant en disant que ça va tous nous séparer. Moi, je pense vraiment que c'est basé sur l'interaction sociale puis que c'est juste pour nous amener à avoir des expériences qui vont bonifier notre empathie envers les autres, qui vont nous permettre de comprendre la réalité des autres ou juste nous permettre de cohabiter puis de jouer avec des gens que dans un monde normal et physique, on n'aurait peut-être pas la chance de jouer avec ou de contacter ou de parler. Donc ici, vous avez un peu un graphique de les différentes réalités qui existent. Puis on va se concentrer sur 2 de ces réalités-là aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi. En gros, aux 2 bouts, vous avez le monde réel, donc Real Environment, et vous avez le monde virtuel, Virtual Environment. Real Environment, c'est ce qu'on vit tous les jours. Quand tu marches dehors, tu prends une marche, quand tu touches ta table, quand tu manges avec ta famille, ça, c'est le monde réel. Ensuite, le monde virtuel, c'est un monde où est-ce que tu es complètement plongé dans le virtuel. Donc, tous tes actifs sont numériques, toutes tes interactions sont numériques et digitales. Puis, entre les deux, on a 3 différentes réalités. On a, premièrement, la réalité augmentée, où est-ce qu'on a un overlap avec la réalité, l'environnement réel, pardon. Ensuite, de l'autre côté, on a la réalité qui est aussi augmentée, où est-ce que tu as une réalité qui overlappe avec le monde virtuel. Puis au milieu, tu as une réalité mixte, où est-ce que le monde virtuel et le monde réel sont ensemble. Donc là, on va regarder la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, la réalité augmentée, ça combine des aspects du monde numérique et physique. Donc, on vient vraiment augmenter le monde dans lequel on est physiquement. OK, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup ce GIF parce que ça le représente bien. Fait que vous voyez des gens qui sont dans un gymnase scolaire et il y a une baleine qui érupte du sol. Donc, ça, c'est une réalité qui est augmentée. Maintenant, cette réalité augmentée-là, vous l'avez probablement déjà vue ou vécue. Ce n'est pas un concept qui est très, très loin. J'aimerais vous rappeler, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en gros, il y avait Coachella il y a quelques années maintenant, ça doit faire 7 ou 8 ans, où est-ce qu'il y avait un hologramme de Tupac qui est venu sur le stage. Pardon, il y a des gens qui essaient de rentrer. Ouais. Donc, il y avait
un hologramme de Tupac et cet hologramme-là, obviously, Tupac est décédé, mais c'était une réalité augmentée. Donc, on était dans un monde qui était complètement physique, on était dans un concert et il y a un hologramme qui s'est créé. Donc, c'est exactement... Oh, pardon, Rosalie, est-ce que tu peux te mute, s'il te plaît? Merci. Donc, c'était un monde qui était totalement augmenté. Donc, c'est un concept qu'on a déjà vu auparavant. Il y a beaucoup de fois qu'on parle du metaverse, qu'on parle du Web3, les gens pensent que c'est quelque chose de totalement nouveau, mais on a été exposé à ça plusieurs fois par le passé. À droite, vous avez aussi un événement de Yard, qui est une agence événementielle à Paris, un hologramme de Pop Smoke qu'ils avaient fait quand il a été décédé, dans le même contexte un peu que celui de Tupac, où est-ce que c'était pendant un concert, la chanson jouait et il y avait une performance augmentée dans la réalité de Pop Smoke. Donc, la réalité augmentée, c'est vraiment de rajouter un peu comme une layer virtuelle à un monde qui est physique. Un autre exemple de la réalité augmentée, c'est les filtres Snapchat. Donc, je pense que vous avez tous joué avec des filtres Snapchat. Maintenant, c'est rendu sur plusieurs différentes plateformes, sur Instagram et tout. Donc, chacun des filtres, c'est de la réalité augmentée. Vous avez votre propre visage, puis on rajoute un filtre de chien ou un filtre qui vient déformer votre visage, ou sinon un filtre de pain, comme vous pouvez voir à droite. Donc, c'est tout de la réalité augmentée. On prend la réalité, puis on vient juste rajouter, encore une fois, une layer par-dessus. Maintenant, regardons la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment un monde virtuel qui continue d'exister même quand vous n'êtes pas dedans ou quand vous ne jouez pas dedans. Donc, un bon exemple de réalité virtuelle, c'est, en fait, un bon exemple d'outil qui vous permet d'accéder à une réalité virtuelle, c'est les Oculus, donc les lunettes Oculus que vous pouvez voir sur le GIF, où est-ce que vous rentrez vraiment et vous êtes immersé dans un monde virtuel et que vous jouez dedans ou vous vivez des expériences. Mais ces expériences-là, quand vous retirez votre casque, existent encore et continuent encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réalité qui est complètement virtuelle. Donc, des exemples de réalité virtuelle, de réalité augmentée et virtuelle. Donc, un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Pokémon Go. Fait que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était dans les coins de 2016 ou 2017. Tout le monde, quand on marchait dans la rue, jouait à Pokémon Go et cherchait des Pokémon ou des characters dans les rues. Donc, ça, c'est un exemple parfait de réalité qui est augmentée parce que, encore une fois, on cherche quelque chose dans un environnement physique qui est virtuel. On a aussi les virtual try-ons de Snapchat, encore une fois. Fait que ça, c'est comme quelque chose qu'on voit de plus en plus, où est-ce qu'on tu peux essayer une paire de souliers, essayer un outfit directement avec ton téléphone. Donc, on parle encore de réalité augmentée. Et le Oculus pour la réalité virtuelle. À la fin, je pense aussi, j'ai d'autres exemples de réalité virtuelle. Donc, tout jeu, en gros, qui continue quand vous êtes parti, qui est dans le virtuel, ce serait une réalité virtuelle. Un autre exemple aussi de réalité virtuelle serait Roblox. Donc, c'est un jeu qui, je ne dirais même pas que c'est pour les enfants parce qu'il y a quand même des adultes qui jouent aussi à Roblox, mais c'est un monde qui est entièrement virtuel. C'est comme si tu vis dans une ville ou dans un pays virtuel et le jeu continue même quand tu te déconnectes. Fait que c'est vraiment ça la grande distinction entre les deux, réalité augmentée, a layer on top of l'environnement physique, puis réalité virtuelle, c'est vraiment un jeu qui continue, puis c'est une aventure virtuelle qui continue, même si on n'est pas dedans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à réalité virtuelle et réalité augmentée? Je vois le chat. Ah, OK, parfait. C'est juste des liens. Aucune question? Super. Donc, maintenant, rentrons dans quelques principes du Web3. Fait que quand Origine m'a demandé de faire cette présentation-là, il y avait un focus par rapport au fait qu'il fallait que vous soyez capable un peu d'intégrer le Web3 dans votre business ou dans votre monde quotidien en tant que personne. Puis, je trouve ça difficile des fois de dire à quelqu'un de rentrer dans le Web3 parce qu'on ne sait jamais par où commencer. Donc, ici, je vous mets des principes. Puis je pense que si vous comprenez les principes ou vous essayez d'intégrer les principes, ça va être plus facile pour vous après d'intégrer la technologie qui vient avec ou de la comprendre. Donc, la première chose, avant de rentrer dans les principes, pourquoi est-ce qu'on entend tous ces mots-là? Vous avez entendu probablement Web3, blockchain, NFTs, Metaverse et tout, mais pourquoi est-ce qu'on a
pourquoi est-ce qu'il y a eu cette révolution un peu dans l'espace technologique, puis pourquoi est-ce que ça a été autant rapide en si peu de temps? Parce que je vous ai présenté des hologrammes, je vous ai présenté Pokémon Go, fait qu'on y allait tranquillement, mais là, on dirait qu'en 1 an, c'est devenu la chose la plus importante dans le monde, ce qui ne l'est pas vraiment. Mais je pense que c'est important de comprendre ça vient d'où. Fait qu'il y a 4 raisons principales à l'avènement du Web3. La première, c'est la méfiance envers les médias et les différentes organisations qui existent. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens ont compris un peu que tout était centralisé, qu'il y avait quelques milliardaires qui possédaient la majorité des médias, la majorité des applications qui existaient. Donc, les gens ont commencé à avoir beaucoup de méfiance. Puis ça, c'est arrivé surtout dans le temps de la pandémie parce qu'il y avait tellement d'informations qui passaient à gauche, à droite, que les gens étaient comme, OK, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on me dit ou est-ce que c'est certaines personnes qui veulent juste contrôler un message? La deuxième chose qui est arrivée, c'est qu'il y avait un mécontentement par rapport à la transparence du gouvernement. Fait qu'il y a beaucoup, là, on est en élection, fait qu'on le vit encore plus. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme, ben, est-ce que le gouvernement gère vraiment bien les ressources? Est-ce que le gouvernement gère vraiment bien l'argent qu'on dépense en taxes? Est-ce qu'il y a des efficiences qui pourraient être faites? Est-ce que je pourrais voter sur différentes policies que le gouvernement fait? Comment est-ce qu'on pourrait avoir un monde qui est vraiment à 100% démocratique et non juste élire des personnes qui après vont essayer d'un peu de représenter mes intérêts. Donc, est-ce qu'il y a une autre façon? La troisième, c'était l'augmentation du temps qui était passé en ligne, puis la facilitation un peu du transfert des paiements. Donc, lors de la pandémie, encore une fois, on passait beaucoup de temps en ligne et surtout les membres de un peu la diaspora, que ce soit africaine, caribéenne, etc., devaient souvent envoyer de l'argent à une plus haute fréquence qu'avant à leur famille. Donc là, les gens se disaient, ben pourquoi est-ce qu'il faut que je donne un pourcentage, exemple, à Western Union ou à ma banque pour envoyer de l'argent, puis ça prend 3 à 5 jours, c'est super compliqué. Est-ce qu'encore une fois, il y a une autre façon? Puis aussi, avec l'inflation, puis beaucoup d'autres facteurs liés à la pandémie, mais il y a beaucoup de devises qui ont commencé à perdre de la valeur. Fait que comment est-ce qu'on fait pour envoyer de l'argent puis que ce soit plus stable? Peut-être qu'il y a une façon pour nous d'être sur la même devise, d'avoir un système sans intermédiaire, en gros, qui nous permettrait de juste transiger de l'argent facilement à travers le monde. Puis la dernière raison, c'était la grande résignation et l'économie du créateur. Donc, les créateurs, encore une fois, se sont réveillés, on dirait, puis ils se sont dit, ben regarde, là, je crée des memes, je crée des TikTok, je crée des Reels, mais je n'ai pas le retour sur mon investissement, même si c'est viral. Donc, comment est-ce qu'on fait pour redonner, en gros, ce power to the creator? Donc, ça, c'est les raisons principales qui ont mené à l'avènement du Web3. Et en réponse à ça, il y a différentes technologies qui se sont manifestées. Fait que ce sont des technologies qui existaient avant, mais c'est juste des technologies qui ont pris un peu plus d'espace ou qui ont été un peu plus étudiées. Puis, il y a plusieurs cas d'application qui ont été créés par rapport à ça. Donc, la première technologie, c'est le blockchain. Donc, le blockchain, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est imaginer des grands livres ou une grande base de données qui est publique, donc accessible à tout le monde, où est-ce que tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe dedans, qui est non éditable. Donc, on ne peut pas la changer, on ne peut pas faire des ajouts, faire des modifications ou fermer des parties, etc. Et que cette grosse base de données ou ce gros livre-là est accessible à tout le monde. Donc, tout est transparent. Donc, tout le monde peut avoir confiance en tout le monde sans connaître personnellement la personne. Donc, c'est vraiment ça, un blockchain. Un blockchain, c'est juste un mécanisme de confiance pour nous permettre de transiger, de travailler ensemble, de collaborer en enlevant l'aspect de la confiance. Fait qu'on sait qu'historiquement, puis ça, c'est vraiment important pour nous, les communautés afrodescendantes, souvent, quand on veut travailler ensemble, un des enjeux, c'est la confiance. C'est comme, parce qu'on a tellement été, pour ne pas être trop politique, on a tellement été mis l'un contre l'autre par le passé que quand on vient pour travailler ensemble sur des projets, surtout en business, on se dit, est-ce que je peux vraiment faire confiance en cette personne-là? J'ai peur j'ai peur que... Oh, pardon, il y a quelqu'un. OK. J'ai peur
sais, qu'on tombe en bad business, qu'on chicane, etc. Donc, le blockchain nous permet de régler cet aspect-là de la confiance parce que tout est dans un grand livre public, non éditable. Donc, ce qui est écrit doit rester et ce qui est écrit ne peut jamais être modifié. Donc, quand il y a une entente, il n'y a aucune façon de dire, ben moi, j'ai dit ça, mais là, c'est plus ça ce qu'on disait. Tout est dans le blockchain. Donc, c'est vraiment un mécanisme de confiance et qui est décentralisé. Donc, le blockchain ou ces grands livres publics ne sont pas possédés par une personne, sont possédés par tout le monde qui participe au blockchain. La deuxième application un peu qui a été créée dans le Web3, c'est la crypto. Fait que la crypto, c'est basé sur le blockchain, mais ça nous permet juste d'avoir des échanges monétaires. OK? Donc, en toute confiance, de manière fiable et sans avoir de tierces, donc sans avoir d'agent intermédiaire. Donc, ça nous permet de nous protéger, puis ça nous permet aussi de faciliter les différentes transactions parce que tout le monde fonctionne avec une même devise à travers le monde. Tout le monde fonctionne sur ce même blockchain-là, donc tout est reporté, tout peut être vu par tout le monde. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un autre mécanisme de confiance qui est vraiment venu disrupt un peu tout le monde financier. Donc, maintenant, regardons des cas d'application par rapport à ces différents principes-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit avant? Je ne vois pas. OK, super. Fait que le premier cas d'application du Web3, ce serait les NFTs. Donc, je vais vous faire une petite mise en situation. Fait que vous n'allez pas utiliser le chat pour répondre, mais imaginez qu'on est tous en voyage en Italie, puis on marche dans une rue. OK, on est dans une super belle ruelle. Et il y a un monsieur qui vient nous voir et qui nous dit « Hey, venez, 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 j'ai un Picasso à vous vendre. Voici le Picasso, on le voit, il est là. Est-ce que vous l'achèteriez, oui ou non? » Fait que vous pouvez mettre 1 si vous l'achèteriez dans le chat ou 2 si vous ne l'achèteriez pas. On va voir. Je sais qu'on aurait pu faire un poll aussi, mais pour les besoins de la cause. OK, donc je vois beaucoup de non. Non. OK. Fait qu'on a beaucoup de gens qui sont sceptiques ici. Puis maintenant, si je vous repose la question, si on était encore en Italie, mais qu'on allait dans une super belle galerie d'art et qu'ils nous présentaient un Picasso, puis vous aviez un super bon curator qui vous disait, ben oui, c'est un Picasso, puis on le vend, est-ce que vous l'auriez acheté, oui ou non? Imaginons que vous aviez les fonds aussi. Vous pouvez mettre 1 ou 2 dans le chat. Oh, Esther, elle a dit si c'était un Basquiat, je would buy it. Yes, same, Esther. OK, parfait. Donc, dans la galerie d'art, on l'aurait acheté, mais dans la ruelle, non. OK. Donc, pour ceux qui ont dit oui, qu'est-ce qui vous prouve réellement que c'est un Picasso, que ce soit dans une ruelle ou dans une galerie d'art? Donc, ça, c'est la première question. Tu sais, je sais qu'on a des outils qui viennent authentifier un peu ces œuvres d'art-là, mais on ne sait jamais réellement si c'est la vraie chose. Même moi, tu sais, quand j'étais allée à Paris puis je suis allée voir la Mona Lisa, j'étais comme, peut-être que ce n'est pas la Mona Lisa, peut-être qu'il nous manque, puis il y a une vraie Mona Lisa qui est cachée quelque part d'autre, puis que ce qu'on regarde, c'est une reproduction, right? Puis la deuxième question que j'ai pour vous, c'est est-ce que les profits de la vente reviennent vraiment à l'artiste? Donc, si, exemple, vous l'achetez dans la galerie d'art ou vous l'achetez dans la ruelle, peu importe, est-ce que l'argent que vous avez donné va retourner à, exemple, le petit-fils de Picasso ou est-ce que ça va juste retourner à la galerie d'art ou au monsieur qui était dans votre ruelle? Fait que c'est deux grandes questions qui viennent justifier un peu l'utilisation des NFTs. Donc, les NFTs nous permettent de vérifier l'authenticité d'œuvres qui sont numériques, mais aussi physiques, et aussi de les vendre grâce au blockchain. Fait qu'on va juste déconstruire deux parties de cette phrase-là. Authenticité. Si on attache un NFT, puis moi, je vois un NFT comme un passeport un peu, où est-ce que tu as toute l'information par rapport à l'œuvre, on a l'information par rapport au créateur, par rapport à quand ça a été fait, par rapport à, même, on peut avoir de l'information par rapport au médium qui est utilisé, à quand ça a été minté et tout. Donc, on peut avoir un détail très, très clair de qu'est-ce qui s'est passé avec cette œuvre-là. Et tout ça réside sur le blockchain, donc c'est immuable, on ne peut pas le changer, ce n'est pas éditable et on peut même avoir un historique de toutes les personnes qui ont possédé cette œuvre-là avant même qu'on l'achète. Donc, est-ce que si vous aviez un peu cet NFT-là ou ce passeport-là digital de l'historique des gens qui ont possédé cet actif-là, ça rendrait votre décision un peu plus facile?
pouvez mettre dans le chat oui ou non. Super, fait que Jennifer, yes. Ben, en fait, c'est ça le but. Donc, le but, c'est vraiment de, encore une fois, dans l'esprit de redonner un peu le droit de propriété aux créateurs, de redonner un peu de visibilité par rapport au processus de ownership. On veut vraiment regarder, ben, qui a possédé ce NFT-là? S'il me le vend à 1 million, le Picasso, est-ce que c'est réellement un bon prix? Combien est-ce que ça a été vendu avant? Combien d'argent cette personne-là se fait dessus? Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que vu que c'est sur le blockchain, on peut créer des smart contracts, qui sont juste des contrats intelligents où est-ce qu'il n'y a aucune intervention humaine. Et on pourrait dire, Picasso, en gros, dans le temps, pourrait dire, moi, j'aimerais ça que 10 de mon œuvre, à chaque fois qu'elle est revendue, retourne à ma famille. Ou j'aimerais ça que 3 de l'œuvre, à chaque fois qu'elle est vendue, retourne à une fondation qui vient aider les enfants en besoin en Italie. Fait que c'est vraiment une façon d'exaucer un peu les vœux de l'artiste sans intervention humaine, sans débat, et aussi de limiter un peu ces vols-là d'œuvres qu'on voit souvent. Tu sais, comme nous, on avait plein d'œuvres, d'antiquités en Afrique qui maintenant sont dans des musées en Europe. On n'a aucune visibilité dessus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec. Ils peuvent les revendre entre eux. We don't really know. Mais si on avait des NFT, on pourrait avoir un mécanisme qui reviendrait redonner à nos propres communautés. Fait que ça, c'est pour les NFT. Je vous montre un autre exemple. Avant de clore sur les NFT. Donc, la vente d'un NFT, c'est un exercice ultime de community building et qui est basé sur l'utilité. Fait qu'est-ce qui est important à comprendre, là, surtout en tant que particulier ou de business? Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans les NFT parce qu'ils voient des grosses transactions. Fait que, oh my God, ce NFT-là a été vendu pour 400 000 ou comme il a été acheté pour 200 000. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un NFT, c'est vraiment une façon de supporter un artiste, puis c'est la meilleure façon de le supporter parce qu'on sait exactement ce qu'il veut. Donc, on vient répondre vraiment à ses souhaits en l'achetant. Puis c'est aussi un exercice de communauté parce que si on achète un NFT, puis si on décide de participer au projet de cet artiste-là, ça veut dire qu'on fait partie de sa communauté. Un autre exemple de NFTs qui a été fait là, pour amener ça un peu plus de façon concrète, c'est NBA Top Shot, que vous avez probablement entendu. Donc, la NBA a fait un partnership avec une compagnie dont j'oublie le nom, mais qui fait du développement sur le blockchain. Et le but, c'était vraiment d'activer la marque de la NBA parce qu'ils ont une communauté déjà qui est super forte. Donc, ils ont décidé de vendre des moments importants de l'histoire du basketball. Et ces gens-là les gens qui l'achètent, en fait, peuvent posséder des moments qui sont virtuels, des actifs numériques. Donc, par exemple, LeBron James a fait un buzzer, c'est pas un goal le mot, mais lancer le ballon, puis c'était à la bonne seconde devant le buzzer, puis il a gagné le championship, tu pourrais acheter ce moment-là dans l'histoire. Là, maintenant, le seul enjeu qu'il y a avec ce projet-là, c'est que les joueurs n'ont pas de retour par rapport aux actifs qui sont achetés, que ce soit dans l'achat initial ou dans la revente. Fait qu'il y a encore du travail à faire par rapport au ownership, mais c'est juste pour vous montrer que les NFT, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être des moments de l'histoire, ça peut être des œuvres, ça peut être de la musique, ça peut être, on voit même des NFTs d'articles de journal ou de textes, de blog. Fait que c'est vraiment une façon, encore une fois, de redonner le pouvoir aux créateurs. Là, je vois dans le chat. Ah, parfait, super. Donc, on vous a mis le lien de NBA Top Shot dans le chat. Maintenant, regardons une deuxième application du Web3. Donc, on a les DAO. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais ce sont des Decentralized Autonomous Organizations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les DAO, ce ne sont pas des plateformes ou des réseaux sociaux. C'est vraiment un mécanisme, OK? Donc, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Donc, un DAO, c'est une communauté de gens qui décident de se mettre ensemble parce qu'ils ont un but commun. Par exemple, j'aimerais qu'il y ait une équipe de la NBA à Montréal. Je sais que François Legault ne va pas m'aider là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais dire, tu sais quoi, je vais prendre tous les gens qui ont le même but que moi, qui est d'avoir une équipe de la NBA, puis on va s'organiser ensemble pour amasser les fonds, pour faire le lobbying nécessaire pour avoir cette équipe-là. Mais comment est-ce qu'on peut régir ces relations-là avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont quand même un but commun? Et c'est là où les DAO viennent en jeu.
Donc, des DAO, c'est vraiment des organisations qui sont construites sur des algorithmes qui sont programmés, où est-ce qu'en gros, on vient retirer l'enjeu de la confiance parce qu'on travaille avec une communauté qui est totalement décentralisée, qui fonctionne avec des votes et où est-ce qu'il n'y a aucune hiérarchie. Donc, c'est des structures de gouvernance, comme c'est écrit ici, conçues pour ressembler à des sociétés, mais adaptées pour faciliter les opérations sans confiance. Donc, l'ensemble de ces relations-là dans le DAO sont sur le blockchain. Donc, encore une fois, tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a son droit de vote. Et toutes les opérations, que ce soit de la gestion du budget, que ce soit des choix par rapport au nom du DAO, par rapport à la mission, par rapport au projet qu'on veut financer, sont pris ensemble de façon totalement décentralisée et il n'y a aucun top-down hierarchy. Fait que, tu sais, un parallèle qu'on peut faire, c'est que, exemple, dans l'image à gauche, on voit un peu une compagnie traditionnelle. Fait que, exemple, moi, je travaille chez Cossette, ben, on a une CEO, on a des VP, on a des Chief Creative Officer, après, on a des directeurs, des managers, puis après, en bas, tu as comme les analystes, puis fait que c'est très hiérarchique. Donc, quand il y a une décision, ça se prend souvent par le top, puis après, ça va down. Imaginez si, sur chacune des décisions qui devraient être prises, par exemple, on dit, ben, est-ce qu'on fait hybride ou est-ce qu'on travaille au bureau? Bien, que ce soit un vote et que le vote prime. Que vous alliez sur un site web, vous cliquez, ben moi, je veux ça, puis une autre personne clique, moi, je veux ça, puis ensuite, c'est juste la majorité qui gagne. C'est un peu ça, les DAO. Puis pour limiter, encore une fois, les agents intermédiaires, bien, ce qui arrive, c'est que tout ça est fait sur le blockchain avec des algorithmes programmés. Comme ça, dès qu'il y a un vote qui est réalisé, bien, déjà, ça se met en branle à travers des ordinateurs puis des algorithmes. Fait que ça, c'est un DAO. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parfait. Et oui, non, c'est Dapper Labs pour NBA Top Shot. Donc, maintenant, avant de continuer, il faut quand même faire attention. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un monde qui est assez, qui est en évolution. Fait que ce ne serait pas, je trouve, fair pour moi de vous présenter toutes ces innovations-là sans vous dire un peu qu'est-ce qui se passe quand même dans le monde de négatif. Fait que la première chose, c'est que, bon, les crypto-monnaies. Donc, en ce moment, les crypto-monnaies, ça ne va pas trop bien, comme vous pouvez voir. Donc, elles sont en baisse. Donc, ça offre une autre voie. Donc, oui, c'est une autre façon de transiger, mais leur réputation continue quand même de s'effondrer parce que c'est un peu le Far West. Donc, il y a beaucoup de documentaires actuellement, beaucoup de sensibilisation qui se fait par rapport à des fraudes dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il y a beaucoup de vols de wallet, de portefeuille, il y a beaucoup de vols de crypto, il y a beaucoup de vols d'identité qui se fait. Donc, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. La deuxième chose, c'est qu'au-delà des différentes arnaques, il y a quand même une courbe d'apprentissage par rapport au Web3. Donc, j'ai essayé de garder cette présentation-là assez high level pour que tout le monde comprenne. Mais dès que vous allez vous mettre la tête dedans, puis même pour moi, des fois, ça devient vraiment compliqué de suivre toutes les différentes innovations, tous les différents protocoles, toutes les différentes cryptos qui existent, les différents fonctionnements de DAO. Fait que c'est un monde qui est encore en construction, donc il faut faire vraiment, vraiment attention à s'asseoir, à s'éduquer. Et ensuite, ben, le Web3, c'est quand même perçu comme un gros pollueur parce que ben, l'ensemble de toutes ces blockchains-là résident sur des serveurs. Ces serveurs-là prennent beaucoup de place, fait que, beaucoup de place au niveau de l'environnement. Fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en considération. Il y a plusieurs efforts qui sont faits actuellement pour rendre l'espace du Web3 un peu plus clean du côté de l'écologie, mais c'est quand même aussi un point à prendre en considération. Fait que j'aime beaucoup ce graphique-là. J'en vois à tout le monde qui me pose des questions par rapport au Web3, par rapport à la crypto, par rapport au blockchain, pour dire qu'en gros, ben, où est-ce qu'on est rendu en ce moment? C'est vraiment à un niveau de through of disillusionment, ce qui veut dire que ben là, on a vécu dans les 2 dernières années beaucoup d'expectations, c'est le futur, on veut embarquer, c'est super intéressant, beaucoup de compagnies qui ont misé là-dessus, puis là, on voit que ça se ralentit un peu pour qu'on atteigne un peu après un plateau de productivité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui travaillent à régler tous les problèmes que j'ai énoncés plus tôt, fait qu'à rendre le milieu du Web3 plus accessible, à éduquer les gens plus facilement, à rendre un peu l'entrée dans ce monde-là plus facile. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent à régler les problèmes qui sont liés à l'écologie, puis beaucoup de gens qui travaillent à créer des cryptos, des protocoles, des communautés qui sont moins perméables à tout ce qui est arnaque. Donc, on y arrive, mais ça va prendre quand même du temps.
Donc, en résumé, éduquez-vous, participez et soyez vigilants. Et voilà, ça c'était ma présentation. Fait que là, maintenant, on aura du temps pour des questions. Donc, oui, allez-y. Si vous avez des questions pour Rama, n'hésitez pas à prendre accès à votre micro, sinon les indiquer dans le chat. Moi, j'aurais une question. Oui. Salut. Non, oui, regarde, je vais te donner ma caméra. Super, attendez, je vais arrêter de share, comme ça je vais pouvoir vous voir quand vous posez des questions. OK, super. Oui. Oui. Donc, c'est ça, en fait, moi, j'ai une business dans le fashion space. Puis là, je me demandais si c'était une bonne avenue de commencer à me mettre sur la crypto et commencer à accepter des paiements et de développer mon portefeuille de crypto. J'aurais voulu avoir ton opinion. OK. Fait qu'il y a deux parties à cette question-là. Une partie qui est à ton niveau personnel, puis une partie qui est à ton niveau de ta business. Fait que commençons avec le côté personnel. Je ne donne pas de financial advice, mais je trouve que c'est toujours une bonne idée d'agrandir son portfolio. Donc, je pense que la crypto peut être un investissement parmi ton portfolio d'investissement, que ce soit le real estate, que ce soit des stocks, des bonds, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, j'ai bâti mon portfolio, puis la crypto, c'est une partie, mais ce n'est pas le principal à cause de ce que j'ai présenté plus tôt. Puis, il y a aussi un choix que je te recommanderais de faire. Là, comme fais vraiment attention aux différentes cryptos puis protocoles dans lesquels tu investis. Va lire sur les différents sites, que ce soit d'Ethereum, de Decentraland, de Bitcoin. Va voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi le futur de la crypto, de cette crypto-là spécifiquement, puis fais tes choix par rapport à ça. Mais c'est toujours une bonne idée d'avoir ce type d'investissement-là parce qu'on voit que le monde tend vers là. Maintenant, par rapport au fashion, fait que j'ai un ami aussi qui est dans le monde de la mode qui m'a posé exactement la même question que toi. Puis moi, ce que je lui ai dit, c'est de l'utiliser à deux niveaux. Le premier, c'est que ça peut être une bonne façon de chercher du financement à travers des NFTs ou à travers un DAO. Fait qu'exemple de dire, ben, je lance une collection, c'est ma collection flagship ou d'inauguration de ma marque. Puis pour toutes les personnes qui achètent un vêtement, ben, je vais vous donner un NFT, puis ce NFT-là va peut-être vous donner certains perks. C'est peut-être qu'à chaque année, tu auras 5 de rabais parce que je vois que tu as été un de mes premiers supporters ou un de mes premiers fans. Fait qu'il y a une façon de rendre cette portion-là interactive. Puis la deuxième façon que je le regarderais, ce serait peut-être moins au niveau de la crypto et du blockchain, mais plus au niveau des applications de réalité augmentée qu'on avait vues. Fait que de faire des virtual try-ons, d'utiliser ces technologies-là, de faire des filtres et tout. Fait que c'est comme ça que je le verrais. Je ne sais pas si ça répond. C'est sûr que ça, c'était une option, puis c'était dans mon avenue. Mais je me demandais juste au niveau des transactions parce que je le vois même quand je voyage, je vois des gens qui vendent des trucs dans la rue puis sont comme I take bitcoins. Là, je suis comme OK, maybe I should too. Question, c'est où que tu voyages? Est-ce que c'est beaucoup en Amérique latine? C'était au Costa Rica. OK, exact. Fait que ce qu'il faut comprendre avec l'Amérique latine, pour donner un peu de contexte, c'est que ce sont surtout au Venezuela, puis je viens de faire un projet actually récemment sur ça. Beaucoup au Venezuela, en Colombie, en Argentine, ben, c'est des pays où est-ce que leur devise est largement impactée par la politique, on va dire, de façon, c'est la façon la plus gentille de le dire. Fait qu'ils utilisent la crypto pour recevoir l'argent de la diaspora. Fait qu'exemple, leur famille est aux États-Unis, c'est plus facile pour eux de leur envoyer de la crypto ou même pour transiger entre eux. Fait que c'est un moyen de contrer un peu l'inflation qui est hyper intense dans ces pays-là. Fait que c'est normal un peu qu'ils te demandent de transiger dans cette devise-là, mais ce n'est pas adopté partout à travers le monde. Fait que c'est une décision que tu devrais prendre en fonction des marchés que tu veux viser. Moi, je trouve que c'est toujours si je suis en exportation, ça peut être pas fou non plus. Là. Exactement. Puis je trouve que c'est toujours une bonne idée d'offrir le choix. Il faut juste que tu sois prête à vivre avec un peu les conséquences. Fait que si, exemple, tu acceptes des paiements en Ethereum, puis que tu le gardes dans ton wallet en Ethereum, puis que l'Ethereum perd de sa valeur, bien, il faut juste, c'est comme prendre ça en considération. Encore une fois, ça vient de la planification financière, puis s'assurer que tu as différents types d'assets. Mais je ne trouve pas que c'est une mauvaise idée. Moi, j'aime ça quand on me donne le choix. OK, cool. Merci. Merci.
OK. Prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? Je vois qu'il y avait des mains levées, mais je ne les vois plus. Il y a 2 mains levées. Ici, il y a Béatrice Noël, il y a Wino Daniel aussi. Wino. Et on a 2 questions dans le chat. Donc, on a encore du temps. On peut y aller avec Béatrice. Je pense que tu as désactivé ton micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Super. Merci pour la présentation, Rama. Bienvenue. Je voulais avoir ton opinion sur le multivers, parce que moi, je suis dans le domaine de l'événementiel puis des communications. Puis, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui donnent des spectacles sur le multivers, ou il y a même, il y a même des salles de spectacles et tout. Donc, qu'est-ce que tu penses d'investir dans peut-être des événements, mais sur le multivers, payant ou non payant? OK. Donc, moi, je crois encore à la vraie vie. For lack of a better word. Fait que moi, ce que j'aime, pour l'avoir vécu, j'aime beaucoup quand, encore une fois, on me donne le choix. Donc, peut-être qu'il y a une partie de l'événement qui est sur le Metaverse, peut-être qu'il y a des éléments qui sont sur le Metaverse, mais de le faire entièrement sur le Metaverse, je trouve que c'est très risqué s'il n'y a pas une grosse célébrité, malheureusement, qui est attachée. Fait que les exemples que j'ai vus qui ont fonctionné le mieux, c'est exemple Travis Scott qui fait un concert sur Fortnite, Post Malone qui fait un concert sur Oculus, mais il faut comprendre que c'est des célébrités, qu'il y a beaucoup d'argent qui est poussé aussi par Meta, entre autres, parce qu'eux, ils possèdent la technologie Oculus, fait qu'ils vont s'assurer que le mot se passe. Fait que pour des plus petits événements, je trouve que c'est plus difficile. Par contre, si j'ai un événement, d'avoir une station d'Oculus parce que tu as une expérience interactive, c'est super intéressant, ça éduque ton consommateur et tout. Puis après, ça les amène à un jour, dans 3, 4, 5 ans, si tu fais un événement entièrement virtuel, ils vont avoir compris la transition. Fait que je miserais dessus, mais tout en gardant le côté de la vraie vie, parce que je pense que même en sortant d'une pandémie, les gens veulent beaucoup interagir. Ils veulent interagir, ils veulent la vraie vie. On l'a vu cet été, il y avait combien d'événements à Montréal? Tous les jours, il y avait 6 événements comme différents. Fait que je ferai attention à ça. Puis je ferai attention aussi à l'audience. Fait que de regarder si ton audience est prête à recevoir du virtuel, si elle veut recevoir du virtuel. Mais ouais, j'irai en hybride, définitivement. Un mélange. Merci. Merci. We know. Salut. Est-ce qu'on m'entend? Yes. Ouais. Dans le fond, la question que j'aurais, c'est par rapport au... on parle beaucoup de business et de services qui sont offerts pour être en mesure d'accéder de s'intégrer, si je veux dire, au Internet 3.0. Dans le cas d'une business basée sur le service, Oh, t'es en mute. Hop, hop, hop. OK. Ouais. Dans le cas où est-ce que tu as un restaurant ou tu as un service qui est vraiment comme axé à, tu donnes le truc puis ça finit là, comment être en mesure de t'intégrer ou d'avoir une place dans l'Internet 3.0? OK. Un excellent exemple. Oh my God. J'ai vu la meilleure application. Bon, je vais le prendre pour les restaurants. Il faut juste être créatif. OK, malheureusement. Il faut être très créatif. Il y a une compagnie je crois que c'est à New York. Ça s'appelle FOH.xyz. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils ont parlé avec les restaurants les plus bookés à New York, donc les meilleurs restaurants de New York. Puis ils leur ont dit, bien, on va vendre un NFT, puis le NFT va agir en tant que membership. Ou est-ce que tu as de l'accès direct à ces restaurants-là qui sont initialement super bookés? Puis, quand tu arrives à ce restaurant-là, puis que tu as ce certain NFT, fait que c'est vraiment juste un membership, là, on peut dire, avec des perks. C'est la même chose que quand tu prends ton membership à EconoFitness puis tu as 15 de rabais chez Jean Coutu, comme c'est la même chose, juste dans le monde, dans le Web3. Bien, quand tu arrives au restaurant, bien, si tu montres que tu as ce NFT-là, bien, tu as accès à un secret menu, exemple, dans un restaurant qui est déjà super difficile d'accès. Tu ne fais pas la file, tu as peut-être un rabais sur ta facture, etc. Fait que je pense que pour les industries de services, la meilleure façon, c'est d'utiliser en tant qu'outil pour créer une communauté, fait qu'un outil de membership, puis d'offrir des perks aux personnes qui participent à ta communauté. C'est bon, merci. Je vais vous trouver le lien parce que je trouve vraiment que c'était une façon genius un peu de contourner. Ah, c'est ça, Front of House. Je vais l'envoyer dans le chat, vous allez pouvoir le voir. Puis, en gros, leur NFT, c'est des versions digitales des repas qui sont super populaires dans ces restaurants-là.
Béatrice, je vois que tu as levé la main. Si tu permets, on va passer aux 2 questions de chat et ensuite, on va te revenir puisque tu as... Non, c'était la question que j'avais posée, c'est juste que ma main s'est abaissée. Exact. Ouais. Parfait, désolé. Donc, dans le chat, on avait Amir Bizimana, sa question. Yes, Amir. Attends, je vais... Donc, avec la courbe d'apprentissage relativement raide, pensez qu'il y aura de la place pour une version d'Internet qui se situe entre la centralisation et la décentralisation comme un Web 2.5. Moi, je pense que c'est là où on est en ce moment, le Web 2.5. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent vraiment, vraiment fort parce que dans l'avènement du Web 3, OK? Fait que là, dans les 2 dernières années, quand c'était le plus gros buzzword, Web 3, Metaverse, etc., il y a beaucoup de gens qui ont réalisé OK, on parle de ça, like we're in the space, mais on est comme 1% de la population, puis il y a comme 99% de la population qui ne savent même pas que ça existe, qui ne comprennent pas c'est quoi, puis qui ne savent même pas comment rentrer dans notre monde. Fait que là, maintenant, les efforts ont un peu shifté à convertir les gens qui sont en dehors du space, puis à les éduquer pour qu'ils comprennent un peu le pouvoir de ce que le 1% comprend. Fait que c'est pour ça qu'exemple, l'année passée, au Super Bowl, il y avait le fameux ad de Coinbase, que comme ça crée genre un des ads les plus controversial parce que c'était vraiment ça, c'était d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent. Parce qu'on sait que ça ne fonctionnera pas si on reste le 1% de la population. Fait que moi, je pense qu'en ce moment, puis pour peut-être les prochaines 5-10 années, on va être dans un 2.5 parce que tu auras des exemples, des cas d'application qui vont se créer. Il y en a qui vont vraiment fonctionner, il y en a qui ne vont vraiment pas fonctionner. Puis de là, on va evolve vers un true Web3 world. Ça répond à ta question. Jennifer, je vois. Connais-tu des ressources? OK, great. Connais-tu des ressources francophones pour s'éduquer sur le Web3? OK. Très difficile, celle-là. Je connais peu de ressources francophones, malheureusement. Ce que je vous dirais, sur Club, je ne sais même pas, c'est pas sur Clubhouse, sur Twitter Spaces, si vous suivez des créateurs de contenu par rapport au Web3 et tout, des personnes qui travaillent là-dedans et qui sont francophones, ils vont des fois créer des spaces. Je sais qu'il y a Lana Denina, qui est une artiste NFT de Montréal, qui, elle, se force à faire beaucoup de contenu en français sur Twitter Spaces, puis à faire des chats en français, mais je vous dirais que ce n'est pas commun, puis que je ne l'ai pas vu beaucoup. Aussi, ce qu'il faut comprendre, super, bien, il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un, c'est super. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut faire attention par rapport à l'éducation. Ce que j'ai vu, surtout en France, c'est qu'il y avait beaucoup, encore une fois, de scammers qui vous expliquent pour vous entourlouper puis que vous prendre vos informations puis voler votre argent. Fait que, malheureusement, faites attention. Je pense qu'il y a dans le chat quelqu'un, mais moi, toute mon information vient vraiment de l'anglais et ça vient vraiment des sites, des protocoles et des DAO. Comme je ne vais pas vraiment faire confiance en des soi-disant experts ou des gens qui en parlent, je vais vraiment aller sur le site de Ethereum, lire ce qu'ils disent, ou sur le site du DAO que je veux joindre, lire ce qu'ils disent, ou je vais joindre des DAO d'information. Il y en a un qui est super bon, qui est malheureusement en anglais, mais qui a été créé par une femme, je pense, qui est à Austin. Je vous trouve le nom. Puis c'est un DAO pour que les femmes noires apprennent sur le crypto. Fait que tu rentres dans le DAO, tu as plein d'informations, puis tu as des cours que tu dois faire pour rester dans le DAO. Tu as des projets de session et tout. Puis tu peux gagner. Si tu fais tes projets de session et tes cours, tu gagnes de la crypto en échange pour avoir travaillé. Je pense que ça s'appelle Crypto Girl Hotties ou quelque chose. Mais c'est vraiment, c'est comme le meilleur groupe. Je vais vous le trouver, puis je vais vous le mettre dans le chat. Puis celui-là, je fais partie, puis j'ai actually beaucoup appris à travers celui-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, merci Rama. Question pendant ce que Rama nous cherche cette information de... J'ai une petite question rapide. En fait, j'ai manqué les premières minutes de la conférence. C'est quoi ton poste? C'est quoi? Ah oui, en gros, je suis scientifique de données chez Cossette, puis j'ai ma propre agence aussi qui s'appelle The Study.
Puis chez OK. Cossette, en gros, ben, scientifique de données, je vais vous l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est juste utiliser les données pour prendre des meilleures décisions. Puis dans le cadre de mon rôle, j'ai aussi une portion qui touche au Web3 puis au crypto. Fait que je fais de l'accompagnement pour certains de nos clients pour décider comment ils veulent s'insérer dans le monde de la crypto. Fait que c'est ça. That's what I do. Merci. OK, je vous envoie son Twitter. Là, je vois que, en tout cas, je vous envoie son Twitter, puis de là, vous allez pouvoir voir. Puis elle travaille chez MoonPay, qui est un service de transaction crypto. Fait qu'elle, c'est vraiment, elle, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, for lack of a better word, no bullshit. Puis elle call out les scammers, genre elle les expose, puis tu sais, comme, elle vous dit vraiment what type of time it is. Oh, wow! Merci pour l'information. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui a une question par chat ou qui est assez brave de désactiver son micro? Sinon, je pense que ça serait tout pour notre formation avec Rama. Merci beaucoup, Rama. Superbe formation informative, beaucoup d'informations. J'ai le cerveau qui explose. J'avais bien hâte à cette intro. J'espère que vous aussi, vous avez bien aimé. Sinon, on a aussi Pamela. Je ne sais pas si elle est encore avec nous, Pamela de Futurpreneur, qui aurait une petite présentation à faire pour nous inscrire aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est... Oui, je suis là. Bonjour. Ah, parfait. Je vous ai aussi mis juste avant, Pamela, désolée, le lien du DAO, je l'ai retrouvé. C'est Friendly Black Hotties. Donc, puis c'est ouvert à tout le monde, mais c'est le focus principal, c'est pour les femmes noires. Parfait. Vous avez accès à toute l'information ici, puis comme je vous ai dit au début, nous, on vous renvoie l'enregistrement, puis dans le courriel, on prendra soin de vous mettre les liens que Rama a partagés dans la section questions et discussions. Pamela, est-ce que tu es prête? Oui, donc je vais partager mon écran si ça vous va. Oui, je te donne les accès nécessaires. Est-ce que tu vois le tout de ton côté? Oui, par contre, il faut que cet écran ne soit plus partagé pour que je puisse. Parfait. Je pense que c'est bon maintenant. Je pense que tu pourrais partager ta présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? Oui? Oui. OK, super. Donc, en fait, bonjour, moi, c'est Pamela Rosiclair. Je suis gestionnaire de communauté entrepreneuriale à Futurpreneur. Donc, qu'est-ce que Futurpreneur? En gros, on offre du financement, de l'accompagnement, donc sous forme de financement et de mentorat pour les entrepreneurs, donc pour toutes les personnes qui cherchent à ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit l'achat d'une nouvelle entreprise ou la création d'une nouvelle entreprise. Et donc, un petit peu plus sur nous. Donc, nous, on dessert la population canadienne. Moi, mes territoires, personnellement, sont le Québec. Je m'occupe aussi de la Colombie-Britannique et des provinces de l'Atlantique. Et puis, en fait, donc voilà, on s'occupe des entrepreneurs spécifiquement âgés de 18 à 9 ans. C'est sûr qu'on a plusieurs partenaires qui ont un peu la même mission que nous, mais qui n'ont pas cette limite d'âge. Donc, oui, nous, on est vraiment focus sur la population 18 et 39 ans, vraiment pour leur permettre d'avoir les fonds nécessaires là, au lancement de leur entreprise. Donc, ça fait 25 ans que Futurpreneur est là. Et puis, j'aime toujours nommer quelques stats. Donc, 43% de des entreprises qu'on finance, en fait, sont gérées par des femmes et 15% de ce qu'on a ou des personnes qui se sont identifiées là, comme faisant partie de la communauté noire. Donc, 15% des entreprises qu'on a financées appartiennent à des entrepreneurs de la communauté. Donc, ça quand même très bien.
Donc, on a lancé un programme pour les entrepreneurs de la communauté noire spécifiquement. On en a plusieurs autres. Donc, on a notre programme principal, on a un programme pour la communauté autochtone, on a même un programme pour les entrepreneurs à temps partiel. Parfois, on dessert les coops. Donc, on a quand même une large portée, mais on a un programme spécifiquement pour les entrepreneurs de la communauté noire depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et la raison pour laquelle on a créé ce programme, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs à accéder au financement. Les entrepreneurs qui venaient chez Futurpreneur, donc nous, on a vraiment des stats à l'interne, qui nous indiquaient que le crédit, c'était vraiment le deuxième plus grand obstacle au financement pour eux. Le premier obstacle étant juste l'accès au financement, tout simplement. Okay. Donc, quand même, 31% de nos entrepreneurs nous ont indiqué ça. Donc, pour pallier à ça, on a créé des vidéos d'information au crédit. On en a 2 qui sont sur notre site Internet quand vous enregistrez en tant qu'entrepreneur. Les 2 vidéos sont moins de 5 minutes chacune. Il y a un questionnaire à la fin. Donc, c'est vraiment pour familiariser les gens à l'utilisation du crédit d'entreprise. Voilà. Le financement en tant que tel. Donc, notre programme, c'est quoi exactement? Donc, c'est en 2 volets. Il y a la partie financement et puis il y a la partie mentorat, comme je le nommais. Et les 2 sont indissociables. C'est un combo, ça vient ensemble. Donc, notre financement, pour commencer, est sous forme de prêt. C'est entre 5 000 à 60 000 $. Donc, ça, c'est vraiment le financement initial. Pour votre information, 40 000 pour ce programme-ci, 40 000 provient de Futurpreneur directement, c'est financé par la RBC et 20 000 supplémentaires qui viennent de la BDC. Mais c'est vraiment Futurpreneur qui gère avec ses banques. Ensuite, après 2 ans, donc suivant votre financement initial, vous pourriez revenir nous voir pour un financement supplémentaire allant jusqu'à 40 000 $. Donc, pour la croissance de votre entreprise. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le premier programme à Futurpreneur qui offre cette option. Donc, habituellement, on s'occupe vraiment du lancement de l'entreprise, du niveau start-up, mais on s'investit un peu plus maintenant dans la croissance de votre entreprise. Maintenant, pour votre information, et ça, c'est toujours du cas par cas, vous pourriez avoir la possibilité de recevoir 5 à 10 000 $ supplémentaires dans ce programme si justement vous complétez les vidéos dont je parlais au crédit. C'est sûr qu'il y a plusieurs conditions, mais le but de ça, en fait, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs qui, techniquement, n'auraient pas un financement de Futurpreneur, n'auraient pas accès à un financement de Futurpreneur, d'aller chercher au moins 5 à 10 000 $. Donc, ce n'est pas tout le monde qui y a accès. C'est toujours du cas par cas. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous individuellement. Mais c'est vraiment dans l'optique de donner au moins jusqu'à 10 000 $ à ces entrepreneurs-là quand on peut le faire pour ensuite leur donner accès à jusqu'à 40 000 2 ans plus tard. Donc, c'est un peu la pensée derrière. Maintenant, l'autre partie, donc, je vous disais, de cette offre, c'est le mentorat. Donc, en gros, nous, on vous jumelle avec un mentor pour une durée de 2 ans. Puis, bien important, je le nomme, mais c'est à la fin du processus. Donc, lorsque vous appliquez, on regarde votre dossier, on fait l'analyse, on vous demande des documents dont on va parler. Et une fois que le dossier est approuvé, complété, que vous recevez votre financement, vous allez recevoir un mentor pour une durée de 2 ans. Puis cette personne-là, ce n'est pas un coach, ce n'est pas un consultant nécessairement, c'est vraiment une personne qui est là pour vous accompagner, répondre à vos questions, qui est là pour être une présence, j'ai envie de dire, là, pour vous accompagner parce que le chemin d'un entrepreneur peut être très solitaire parfois. Donc, des fois, c'est bien d'avoir des gens qui ont déjà fait cette route-là, qui vont vous aider à éviter de faire certaines erreurs qu'eux, ils ont fait par le passé dans leur entreprise. Donc, c'est sûr que je pourrais aller un petit peu plus loin, mais c'est vraiment ça le programme dans les grandes lignes. Encore une fois, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Si jamais vous avez des questions spécifiques, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre directement. Donc, Merci Pamela. Si vous avez des questions par rapport à la présentation de Pamela et de Futurpreneur, vous pouvez nous écrire le tout dans la section chat ou prendre accès avec le micro. Donc, je pense que je vais juste poursuivre. Comme ça, si jamais il y a des questions entre-temps, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc, on va y aller avec les critères d'éligibilité pour les entrepreneurs en tant que tels.
Donc, comme je le mentionnais auparavant, il faut être âgé de 18 à 39 ans. Inclusivement. Donc, si vous avez 39 ans, que vous allez avoir votre 40e anniversaire dans 2 mois, il n'y a aucun souci. Vous êtes encore éligible à notre programme. Il faut être citoyen canadien, résident permanent, résident au Canada, bien important parce qu'on a plusieurs entrepreneurs qui sont bien canadiens, mais qui voyagent dans le monde, qui n'habitent pas nécessairement au Canada. Mais pour accéder au programme, il faut vraiment ouvrir l'entreprise sur le territoire canadien. Votre entreprise doit créer au moins un emploi à temps plein suivant sa création. Donc, ne serait-ce que le vôtre, ne serait-ce que vous dans l'entreprise, mais on veut vraiment que l'entreprise fonctionne à temps plein et non à temps partiel. OK? Vous devez vous identifier comme faisant partie de la communauté noire. Donc, c'est vraiment un processus d'auto-identification. Et puis, en termes de solvabilité, et il faut juste vous assurer de ne pas avoir fait faillite au cours des 5 dernières années parce que malheureusement, vous ne pourrez pas vous qualifier pour le programme. Et si jamais il y a eu une consolidation au niveau des dettes, il faut tout simplement attendre au moins une année suite à la consolidation, suite à la pleine exécution de la consolidation pour pouvoir appliquer au programme. Je vais juste revenir sur l'origine ethnique. Donc, c'est mentionné un peu dans les slides, mais toutes les intersectionnalités sont acceptées. Donc, c'est vraiment, comme je le répète, un processus d'auto-identification. Okay. Je poursuis. Si jamais il y a des questions dans le chat, juste me le faire savoir. Maintenant, les critères pour l'entreprise. Votre entreprise, lorsque vous appliquez, doit être prête à être commercialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais, par exemple, vous êtes dans le monde de la tech et que vous décidez de créer une application, il faut au moins avoir une version bêta de l'application pour pouvoir appliquer chez Futurpreneur. Parce que sinon, c'est considéré comme de la recherche et du développement. Puis nous, on a vraiment besoin que les services soient, que les consommateurs puissent recevoir vos services dès que vous recevez notre financement ou à peu près. Je vais donner un exemple de à peu près. Je dirais un entrepreneur qui doit recevoir je sais pas, du tissu d'un autre continent, par exemple, pour pouvoir créer ces produits. Donc, c'est sûr que là, on calcule au moins 3 à 4 mois le temps de recevoir les produits, créer le produit et tout ça. On comprend que vous avez peut-être besoin du financement de Futurpreneur pour le faire. Donc, il y a ce délai. Mais je vous dirais que si on voit que ça peut prendre plus de 6 mois, à ce moment-là, c'est plus de la recherche et du développement. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on considère comme du démarrage? Une nouvelle entreprise, l'achat d'une entreprise, l'achat d'une franchise. Si jamais vous avez une entreprise familiale qui descend de génération en génération, là, c'est à votre tour, c'est considéré comme de la relève et donc une nouvelle entreprise. Tous les secteurs, je vous dirais, là, sont admissibles. Pas mal, tous les secteurs. C'est sûr que lorsqu'il y a de la violence, ce soit à caractère religieux, offensant, c'est un petit peu plus compliqué pour Futurpreneur. C'est sûr qu'on peut en discuter du cas par cas, mais je vous dirais que ça, c'est les grandes lignes où est-ce qu'on a quand même des réserves. Et puis, si jamais vous êtes plusieurs dans votre entreprise, donc que vous n'êtes pas seul, il faudrait que plus de 50% des parts appartiennent à la personne qui s'identifie comme faisant partie de la communauté. Donc, si vous êtes 2 ou 3, vous faites tous partie de la communauté, donc à ce moment-là, ça ne s'applique pas. Mais si ce n'est pas nécessairement le cas, donc juste notez que plus de 50% doivent appartenir à cette personne pour se qualifier dans ce programme-ci. Sinon, évidemment, on a d'autres programmes, comme je mentionnais, on a notre programme principal. Donc, ce n'est pas pour dire que votre projet va être rejeté, c'est vraiment juste les critères pour participer à ce programme-ci en particulier. Donc, les ressources. On a des ateliers. Donc, on a le cap sur mes affaires pour vous aider à rédiger, en fait, votre plan d'affaires et votre trésorerie, qui sont des documents qui sont absolument nécessaires lorsque vous faites une demande de financement. En tout cas, chez Futurpreneur, et puis chez nos partenaires aussi, là, on demande quand même vraiment une certaine base. Donc, on a des ateliers pour vous permettre de compléter ça. On a un cap sur mon idée d'affaires, cap sur mon plan d'affaires et cap sur mon petite trésorerie, pour un total de 9 heures de contenu.
On a aussi un centre de ressources en ligne où est-ce qu'on a un rédacteur de plan d'affaires en ligne. Donc, si vous pouvez autant assister aux ateliers que le faire de votre côté. OK? On a un gabarit de prévision financière, donc un peu la même chose pour vous permettre d'aller un peu rédiger vos chiffres, faire vos prévisions là, pour le futur. Et puis, on a toute une section sur le mentorat aussi. Donc, que vous ayez votre propre mentor déjà, que vous aimeriez l'amener à Futurpreneur, vous aider à chercher un mentor. Donc, on a vraiment toute une section sur ça. Et finalement, on a du coaching personnalisé pour nos entrepreneurs, donc qui sont inscrits sur notre plateforme, qui ont besoin d'aide, qui ont fait les ateliers, mais qui ont quand même besoin d'un support supplémentaire pour compléter ces documents absolument impératifs pour l'application. À ce moment-là, on offre jusqu'à 5 heures de coaching personnalisé. Et en plus de ça, ce qui n'est pas nommé sur les slides, c'est que si jamais vous avez quelques questions, je reste disponible là, vraiment pour les entrepreneurs. Donc, on a quand même des ressources qui sont là. On est quand même sur le terrain. On fait de notre mieux pour répondre à vos questions. Donc, c'est un peu ça, Futurpreneur. Je vous dirais, en tout cas, ce programme-ci, in a nutshell, si jamais vous n'avez pas, vous ne qualifiez pas, mais vous aimeriez quand même recevoir du financement, que ce soit avec Futurpreneur ou d'autres institutions, on vous invite quand même à communiquer avec nous là pour pouvoir vous accompagner dans cela. Donc, si jamais vous avez des questions, je vais y répondre et puis je vous remercie. Merci beaucoup, Pamela. Si vous avez des questions pour Pamela et les services de Futurpreneur, on vous invite à les poser dans la petite section chat. Sinon, je pense que c'est tout. C'est ce qui met fin à notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Pamela, pour cette présentation sur Futurpreneur. Et aussi, merci à Rama, en fait, pour cette superbe présentation sur les grandes lignes de la Web3, le futur de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ça résume notre formation pour aujourd'hui. On vous invite à participer à notre dernier webinaire de la session d'automne. La semaine prochaine, mercredi, le 5 octobre, la thématique « Comment maximiser votre visibilité sur les médias sociaux » avec Taïna, je crois. Donc, comme je vous disais, les informations vont vous être envoyées par courriel un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, un autre événement qui arrive bientôt pour Origine Village, c'est notre meet-up, notre conférence, en fait, qui marie la technologie et le mouvement #BuyBlack. Donc, tout ça se passe le 25 et le 26 novembre. C'est notre deuxième édition. Donc, on espère vous y voir tous. La programmation complète sera annoncée dans les prochains jours, prochaines semaines, et on pourra aussi acheter des billets. Donc, on vous invite et on espère vous y voir tous. Sinon, c'est tout pour nous. Donc, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, puis on espère que vous avez bien aimé. Bonne journée!